Bien d'abord, bonjour Michel, je te remercie beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être là, de pouvoir communiquer sur le yoga et sur notre association. Donc, oui, l'association AR existe depuis 2005 maintenant et elle compte une centaine d'adhérents, dont adultes avec une dizaine d'enfants, puisqu'on a ouvert les cours aux enfants depuis l'année dernière. Et donc, il y a des cours pour adultes, des cours pour enfants, un cours de méditation, un cours pour adapté pour des personnes qui ont des difficultés physiques, et aussi des cours individuels. Donc, pour ma part, j'ai fait une formation à Lyon qui a duré 4 années, avec des... En marge, excuse-moi de t'interrompre, Alex, en marge de ton poste, de ta mission d'ingénieur agronome, hein, c'est bien cela. Oui, tout à fait. Oui, Je tout ne à fais fait. pas d'impair. Suite à une reconversion. Et donc, après cette formation de 4 années, qui s'est terminée avec une soutenance et un mémoire de fin d'études, je continue la formation continue, toujours à Lyon, pour maintenir une bonne qualité de l'enseignement qui est transmis. Et j'ai perdu le fil. Non, mais je t'en prie. On a 1 heure devant nous, rassurez-vous, chers amis auditeurs. Il est 19h05 à la pendule de Radio Presse, on a encore 55 minutes d'attente, donc tu as le temps de retrouver le fil conducteur de ce que tu voulais nous dire. Je souhaitais préciser que les cours que je dispense s'adaptent à tous les âges. Et toute tranche d'âge confondue, c'est important. Voilà, toute tranche d'âge, puisque c'est une méthode progressive et qui s'adapte aux besoins de chacun. Ça, c'est vraiment important parce que dans la pratique du yoga, on peut être amené à faire des postures un peu difficiles. Et c'est vraiment important de l'adapter à chacun, d'avoir une progression pour ne pas se faire mal, quoi. Donc la formation est très importante pour pouvoir s'adapter à chacun. Et sinon, l'association propose aussi d'autres activités, comme des randonnées yoga, un séjour en Inde, comme tu en avais parlé tout à l'heure. On va en parler longuement tout à l'heure. Des massages sonores. Alors, il y aura, par exemple, la semaine prochaine, il y aura des séances le matin pour les adultes et l'après-midi pour les enfants. Il reste encore des places. C'est vraiment très, très bien. On utilise des instruments ethniques et c'est vraiment un moment de détente et de bien-être très agréable. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous renseigner. Et puis aussi, on participe aussi à l'organisation du Festi Yoga, qui est organisé par l'Union des enseignants de yoga du Jura et de la Bresse. Et donc ça n'est sera, pas maintenant, c'est en juin prochain, je crois. Ça sera au mois de mai, 21 et 22 mai, sur 2 journées. Oui. Lieu, on connaît le lieu, s'il te plaît. Alors, c'est à Doucier, au lac de Chalin, à Doucier. La région des lacs est en cette période qui est tout simplement remarquable. Mais le Jura offre des sites tout à fait remarquables. Isabelle, je me tourne vers vous, s'il vous plaît. Est-ce que véritablement le yoga, disons, vous a complètement déstressé? Est-ce qu'il vous a amené quelque chose psychologiquement, mentalement et moralement parlant, Isabelle? Oui, tout à fait. Le yoga a plusieurs vertus. Pour moi, qui fait un petit peu un travail quand même un petit peu stressant, je dois avouer que l'heure et demie qu'on passe avec Alexandre, pour moi le jeudi soir, en fait, c'est un moment de détente, c'est un moment qui est à nous, qui nous permet de nous ressourcer, de nous reposer et d'être vraiment, de faire une rupture avec le quotidien. Mais donc, ça, c'est très important. Plus sûr, vous avez quand même, je regarde votre CV, mais malgré tout, une fonction très importante, un poste de responsable logistique dans une entreprise aussi importante que celle de notre ami Dominique Prudent. Il faut vraiment, comme l'on dit, passez-moi l'expression, avoir la tête sur les épaules et puis avoir une carapace quand même bien faite au quotidien. Oui, hein? je confirme. Je pense, bon, alors voyez-vous, comment dirais-je, je traduis un petit peu, comment dirais-je ce qu'il peut, mais c'est vrai que le yoga vraiment arrive complètement à déstresser un individu. Oui, ça permet quand même de libérer les tensions, de revenir sur le moment présent. Et en fait, on s'aperçoit aussi que c'est psychologique, mais c'est aussi physique. Moi, j'avais des problèmes de dos, notamment, et avec Alexandre, il y a une partie du yoga où on fait beaucoup d'étirements.
Et moi, depuis que je pratique depuis 2011, j'ai aperçu quand même que je me coinçais beaucoup moins le dos, qu'en fait ça fait quand même beaucoup de bien. Donc au niveau des cervicales, au niveau du dos, surtout sur le haut du dos, c'est là où on accumule toutes les tensions. Et en fait, le yoga, avec tous les étirements qu'on peut faire, ça permet vraiment de détendre musculairement. Et franchement, physiquement, ça c'est vraiment, dès la première année, ça apporte vraiment beaucoup. Et ça, on le ressent vraiment physiquement. Et ça devrait, comment dirais-je, d'autant plus que ça a amélioré, passez mon expression Isabelle, mais votre capital santé. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Oui, tout à fait, oui, je confirme. Ouais, bon, ouais. Alors, c'est parfait. Monsieur Grother, vous, on pourrait dire quand même, bonsoir ami Pierre. Bonsoir à tous. On pourrait dire qu'il n'y a pas le feu au lac, comme disent nos amis suisses, n'est-ce pas? Mais le yoga, la méditation, pour vous, ça vous a aussi amené quelque chose? Je vais vous répondre de manière assez curieuse. Ça ne m'a strictement rien amené. Rien amené? Ça n'a absolument rien amené. Par contre, ça m'a enlevé la peur. Ça, c'est très important. Ça m'a enlevé l'angoisse. Ça m'a enlevé l'insécurité. Ça m'a enlevé la dépression. Ça m'a enlevé la peur du grand âge. Et finalement, ça m'a enlevé la peur de la mort. Alors, voilà. Ouais, à part ça ne m'a rien apporté du tout. Oui, rien apporté. Je dirais que c'est extraordinaire, ça enrichit, c'est bien d'ailleurs à quoi j'ai pensé, parce que ça enrichit le capital santé. Et moi, je vous l'ai dit, M. Grother, tout à l'heure, lors de notre petit entretien préliminaire, moi qui suis stressé à 150 heures minutes, je ferais peut-être bien de pratiquer le yoga, je pense que ça ne me ferait pas de mal. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Il faudrait peut-être que je vienne adhérent à tes cours, non? Ça serait peut-être bien. Ça serait vraiment un grand plaisir. Hein. Oui. Surtout que les hommes ne sont pas très bien représentés pour le moment. Hein. La gente masculine fait défaut dans ton association. Voilà, il y a encore un peu de réticence, alors que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est une pratique qui équilibre aussi bien sur le plan corporel que sur la stabilité mentale, la régularité du souffle. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, comme disait Isabelle, on peut le transposer dans la vie de tous les jours, comme disait Pierre aussi. Ces deux exemples types, Isabelle et Pierre, ils le confirment de manière irréfutable. On se sent quand même beaucoup mieux après une séance de yoga. Voilà, et puis on peut utiliser tout ce qu'on apprend dans la vie quotidienne, dans les épreuves, les difficultés de la vie. On peut utiliser ce qu'on apprend dans les cours pour mieux s'ajuster au quotidien. Est-ce qu'il y a vraiment, on peut dire, après une séance de yoga, Alexandre, est-ce qu'il y a vraiment la personne qui pratique, disons, en permanence le yoga, améliore vraiment son self-control, notamment? Ah oui, ça c'est indéniable. Et par contre, il faut une régularité. C'est pour ça que ça s'appelle une discipline, parce que c'est dans la régularité qu'on va vraiment ressentir une transformation intérieure profonde et durable. C'est pas en le faisant comme ça de temps en temps pour se faire du bien, c'est déjà très bien, mais c'est vraiment dans la régularité qu'on obtient des améliorations vraiment durables. 19h14 à la pendule de Radio Brest avec nos amis de l'association AERE qui pratiquent le yoga, Asana, Énergie et Relaxation, association créée en 2005 sous la houlette de notre ami Alexandre Montaneret. Alexandre, avec nos invités ce soir, mademoiselle Isabelle Boireau et monsieur Pierre Grother, le citoyen de la Confédération helvétique. Alors Alexandre, on va en venir tout de suite au fait, on va parler de ce fameux séjour et ce fameux stage aux Indes où Isabelle a eu, disons, privilège à t'accompagner, ainsi que ton épouse Edith, laquelle participait pour la première fois à un séjour. Les Indes, tout simplement, vous savez ce qu'il en est, c'est un pays beaucoup plus grand que la France, ça on le sait. L'histoire dit également que les Indes, c'est l'ancien empire britannique, et que c'est un pays qui a marqué de son empreinte aussi bien la civilisation et son histoire. C'est un pays où, paraît-il, l'Européen est très bien accueilli. Vous pouvez me confirmer tous deux? Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est aussi le pays du yoga, où est né le yoga. Oui, c'est le berceau du yoga. Le berceau du yoga. Et donc, c'était notre fil conducteur pendant le stage et le séjour, qui a duré une quinzaine de jours. 5 au 19 février, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. Si les éléments d'information sont exacts. Et donc, on était un groupe de 11 personnes, avec 2 accompagnateurs, et des personnes d'origine différentes, puisqu'il y avait 4 professeurs de yoga,
Il y avait des Jurassiens, il y avait une personne de Paris et des Chalonnais. Et donc d'origines différentes, il y avait des débutants et des professeurs. Donc un public assez éclectique. Et ce qui m'a permis d'adapter mes cours à ces personnes. Et aussi dans des conditions très différentes de ce qu'on fait d'habitude en salle hebdomadaire, quoi. Alors, je précise bien que c'est la 3e fois que tu allais aux Indes. Oui. Mais là, cette fois, c'est toi qui as dispensé les cours. Voilà. C'est bien cela. Oui. Isabelle, est-ce que vous ne vous attendiez pas à voir, je ne dis pas un Maharaja, bien évidemment, mais ça fait la figure de légende de l'ancien royaume des Indes. Mais est-ce que véritablement, pour vous, ce séjour aux Indes vous a vraiment enrichi votre panoplie et fortifie vos bases du yoga? Oui, tout à fait. En fait, c'était un voyage effectivement où on a pu pratiquer tous les matins avec Alexandre le yoga, donc dans des lieux oui, assez particuliers. Les derniers jours, c'était très beau. On était sur une petite estrade qui était au-dessus, qu'on appelle des ghats de Varanasi. Donc ce sont les ghats, ce sont les marches en fait qui descendent dans le Gange. Donc pratiquer le yoga au bord, un fleuve mythique, voilà, au bord du lac sacré du Gange, juste au-dessus des ghats, c'était vraiment super, quoi. À 7h30 le matin, là, avec les singes qui sautaient au-dessus, c'était un petit peu, ouais. Ça change de la salle du théâtre de Louhans. Oui, la salle du théâtre de Louhans, j'ai même vous dire, Isabelle, très honnêtement, elle n'aurait pas volé, croyez-moi, sa reconstruction, parce que Louhans a quand même, comme vous le savez, un patrimoine qui est historique, médiéval, qui est extraordinaire. Mais on peut dire que la salle de la Grenette, qui est l'ancienne à Logrogne, vous connaissez bien, et le théâtre municipal, qui est un joyau, mais véritablement, ces deux enceintes qui n'auraient pas volé une toilette salvatrice et en même temps une grosse rénovation. Hein? Tout à fait. Et est-ce que l'on peut dire, est-ce que ça enrichit vos connaissances du yoga, mais en même temps, vous avez découvert des villes saintes hindouistes, et puis aussi le culte bouddhiste. Ouais. Ça doit quand même changer considérablement de l'Europe classique et traditionnelle. C'était vraiment un voyage initiatique, effectivement, où on était à Vrindavan, donc le lieu de Krishna, en fait, où on dormait dans un ashram. Donc effectivement, on peut voir effectivement toute la ferveur populaire avec tous les temples, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et Bodh Gaya, où on était aussi, où on est tombé super bien. Le calendrier a voulu qu'on tombe au moment du Nouvel An bouddhiste. Et on a pu rencontrer en fait des bouddhistes du monde entier qui arrivaient pour méditer sous l'arbre, ou même à méditer Bouddha. Et c'est vrai qu'on était tous assis là. Et moi, je me suis discuter en anglais avec une Népalaise, Alexandre également. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on a partagés avec des gens. C'est des moments un petit peu uniques, hein, où effectivement qu'on s'attendait pas en fait c'est pas des moments qu'on attendait à avoir, qu'on a eu, et c'est vraiment des moments super, quoi. Alors, comment dire, Alexandre m'avait dit lors d'un entretien préliminaire qu'en même temps, l'Inde, disons que c'est un mélange de toute façon de races, de cultures, mais aussi de cultes et de religions. Il y a aussi bien des musulmans, des hindous et des bouddhistes. Et là, il y a une curieuse similitude. Vous vivez en totale sécurité, ce qui n'est malheureusement plus le cas, hélas, sur le territoire national. Il y a un contraste qui est saisissant, Isabelle. Oui, effectivement, on a été effectivement dans des hauts lieux hindouistes, on a été effectivement à Bodh Gaya qui est bouddhiste, on a été également à Agra, et Agra est très connu pour le Taj Mahal, qui est un mausolée musulman. Effectivement, et c'est vrai qu'on observe tous ces gens en Inde, en fait, avec toutes ces religions qui vivent effectivement tous ensemble. Après, il y a aussi quand même certains passages de contrôle, on va dire, dans tous les temples, hein, où on passe sous des portiques et c'est l'armée qui nous fouille pour assurer aussi la sécurité, hein. Ça, on n'en parle pas, mais nous, on l'a vécu avec Alexandre et tout le groupe, où effectivement, on est fouillé dans tous les temples, en fait, où on passe. Et moi, je trouve qu'il y a plus de fouilles qu'en France. Oui, donc vraiment on peut dire que la sécurité est considérablement renforcée. Oui. Considérablement renforcée. Alors, tu m'avais dit, Alexandre, qu'au cours d'une interview préliminaire, que les gens, c'était un petit peu dans tous les sens. Et moi qui ai l'habitude pourtant de la conduite et qui fait quand même beaucoup de kilomètres au quotidien, j'aurais peut-être été un petit peu perturbé par la circulation qui se produit notamment aussi bien à New Delhi
dans les grandes villes des Indes. Alors c'est déroutant et déstabilisant la conduite parce que... Je dirais même déconcertant. Oui, tout à fait, on se croirait dans un jeu vidéo. On se demande toujours si ça va passer, et ça passe parce qu'en fait les Indiens sont très très concentrés et attentifs quand ils conduisent. Est-ce qu'on peut dire, dis-moi Alex, que ce sont vraiment des virtuoses du volant, non? Oui. Oui, Oui, mais dis-moi, les rétroviseurs doivent être quand même largement laminés là, sur les voitures, non? Alors les rétroviseurs, ils sont tous repliés, et dans les rickshaws, ils sont même à l'intérieur, dans les grandes villes. Après, dans le sud, c'est un peu différent, il y a un peu moins de monde, un peu moins de circulation. Et tu m'as même dit, lors toujours d'un entretien préliminaire, ce qui nous avait quand même permis de faire une page très enrichissante dans les colonnes de mon estimable journal, le journal de Saône-et-Loire, qu'on prenait même aisément l'autoroute à contresens. Et c'est un petit peu le délire. Hein. Oui, ça là, j'ai été surpris. Ça, j'avais jamais vécu ça encore. Oui. Et effectivement, faut s'attendre à tout. C'est ça qui est bien dans ces voyages aussi, parce qu'on voit nos réactions et on peut se confronter à des situations complètement différentes. Et c'est ça qui est intéressant, ça fait vraiment partie du séjour aussi, de voir nos réactions. Et quand on s'est retrouvé en sens inverse sur l'autoroute, il y a un petit moment de panique au départ. Et après, quand on voit le sérieux du conducteur et que tout le monde fait attention pour s'éviter, on retrouve confiance. Et puis ça s'est bien passé. Alors, ce qui a aussi un contraste saisissant, Isabelle, c'est que, d'après ce qu'Alex me disait tout récemment, c'est que la misère existe aussi dans la rue. On voit des gens qui habitent dans la rue, mais qui vivent dans des conditions plus que primaires. Dans des cartons, il y a un manque d'hygiène qui est total. Et il me disait également, toujours au cours de cette même interview, que les éboueurs, c'était tout simplement les vaches, la vache est sacrée là-bas, comme vous le savez, les singes et les chiens. C'est quelque chose qui doit être assez hallucinant, non? Ça... Est-ce qu'on peut dire que cela vous a marqué, Isabelle? Oui, tout au long du séjour. Moi qui suis une grande voyageuse, parce que j'ai quand même voyagé dans pas mal de pays, effectivement, l'Inde pour ça, c'est vraiment, quand on arrive, c'est vraiment, c'est choquant. Pour nous, c'est choquant. Ouais. Mais ouais. Le Nord. Ouais, c'est surtout le Nord, en fait, Nord. l'Inde du Nord, parce qu'on était en Inde du Nord, nous essentiellement, et l'Inde du Nord est la région en fait la plus pauvre d'Inde. Et effectivement, les conditions sanitaires, on va dire, c'est choquant pour nous parce que c'est très différent de chez nous. Eux, bon, visiblement, ils s'en accommodent, ils le vivent bien, mais c'est vrai que pour nous, effectivement, qui vivons dans notre petit confort, c'est là qu'on se rend compte des différences et voilà. Ouais. Et l'hébergement, c'était convenable. Tu m'as dit, Alexandre, il n'y a eu absolument rien à dire, pas de, disons de tumulte, de chaos là-dessus. Non. Je crois que vous étiez, si mes souvenirs sont exacts, hébergé dans des gîtes, dans des chambres d'hôtes. C'est un peu Voilà, ça. oui, ce qui nous a permis d'être en contact direct avec les habitants, qui étaient vraiment très sympathiques, très accueillants, toujours attentifs à ce qu'on manque de rien. Et ça, c'est vraiment touchant comme accueil. Mais l'Indien est un type très attachant. D'ailleurs, tu vois, il suffit de se référer aussi aux grandes compétitions internationales, puisque les Indiens sont des spécialistes du rink hockey, comme tu le sais, du hockey sur gazon, mais aussi du badminton. C'est l'une des plus grandes nations du monde sur ces deux disciplines. Et dans hockey sur gazon, ils ont été plusieurs fois champions olympiques, mais ce sont des gens extrêmement enclins au fair play, ce qui n'est pas le cas partout et surtout sur certains continents. Il faut dire, là, il n'y a pas de triche. On peut dire que les Indiens, que ce soit au hockey sur gazon, au badminton, ils dominent véritablement leur sujet. Hein. Ça, c'est important à dire. Hein. Et ce qui m'a touché, c'est qu'en fait, quand on rencontre des personnes, elles sont vraiment présentes. Elles sont là, elles nous regardent, elles ne s'attachent pas à la manière où on est habillé ou au métier qu'on fait. C'est vraiment l'échange direct, le partage d'un moment. Et aussi, ce qui est très touchant, c'est la reconnaissance. Ils sont souvent dans le dévouement, dans la reconnaissance de, par exemple, le Gange qui leur permet de vivre. Et du matin au soir, en fait, ils prient tout le temps pour être reconnaissants envers la nature, envers l'eau, etc. Et ça donne une dimension de la vie, une dimension spirituelle que je trouve qu'on a un peu perdu ici. Et c'est une belle leçon de vie, une belle leçon d'humilité. Je vais te dire quelque chose, mon cher Alexandre, on perd beaucoup nos racines, nos bases et nos fondamentaux
En France, l'école du civisme, malheureusement, elle fait largement défaut. Il faut dire ce qu'il en est. Monsieur Rother, ça ne vous tente pas d'aller dans le sud-est asiatique et enrichir vos connaissances du yoga? Parce que je suppose vous aussi, à vous qui étiez naguère contrôleur aérien, vous avez dû faire quand même de beaux voyages. Vous savez qu'il y a un vieil adage qui dit en France, les voyages forment la jeunesse. Ça, c'est un culte inconditionnel. Mais monsieur Rother, ça ne vous tente pas d'aller aux Indes quelque part cultiver, disons, de nouvelles forces vives au yoga, comme vous l'avez décrit tout à l'heure? Alors j'ai beaucoup regretté effectivement de ne pas pouvoir me joindre au voyage d'Alexandre en Inde. Mais il se trouve que l'année d'avant, j'avais fait un voyage un peu similaire dans une autre contrée, mais qui est voisine, le Népal. C'est le nord de l'Inde, je crois. Le nord de... Oui, c'est un autre pays. Oui. C'est sous la chaîne des Himalayas. Oui. Derrière, on trouvera le Tibet. Devant, il y a une grande ville. La capitale s'appelle Katmandou. Oui. Et je suis amusé maintenant d'écouter Alexandre décrire ce qu'il a rencontré l'année passée, enfin cette année en Inde. Et finalement, le Népal n'est pas si différent que cela. C'est un pays voisin, dites-moi, monsieur Rother. Alors, je ne sais pas s'ils se touchent, si les frontières se touchent, mais la région est très très proche. Oui, vous l'avez dit, c'est au pied de l'Himalaya. Alors, c'est les pieds de la chaîne de l'Himalaya. Oui. Alors, le sommet le plus haut du monde avec l'Everest. Exact. Avec l'Everest. Oui. Qui a été vaincu, d'ailleurs, il y a quelques décennies, par un Français, un alpiniste français. Vous le savez peut-être, monsieur Rother, du nom de Maurice Herzog, qui est ensuite devenu, ministre de Jeunesse et Sport. C'était quelque chose. À l'époque où la France, je dis bien à l'époque où la France jouissait d'une aura internationale sur l'échiquier planétaire, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui, monsieur Rother. Mais on peut dire que vous êtes aussi un fanatique de sport et vous suivez le sport helvétique dans sa globalité. Relativement peu, mais bon, pour avoir pratiqué du ski par exemple, eh bien, quand c'est la saison, effectivement, les compétitions de ski, elles prennent le pas sur tout le reste. Vous connaissez évidemment l'une des figures emblématiques du ski helvétique qui s'appelle Roger Staub, qui a été champion olympique de descente, n'est-ce pas? Rappelez-moi dans quelle année c'était, dans les années 60, 70 Il a été, ou 50 même. Il a été champion olympique en 1964 à Innsbruck, Roger Staub, voilà. Et en 1960 à Squaw Valley, il terminait deuxième de la descente olympique derrière un Français qui avait inventé la position de l'œuf et qui s'appelait Jean Veuharnais, le skieur de Morzine. Et ça, c'est quelque chose. Veuharnais, qui est l'un des grands skieurs français. On retrouve actuellement, on en a trouvé un bon sur l'échiquier international. Il s'appelle Alexis Pinturo. Il brille de mille feux. Pour l'instant, il accumule les victoires en Coupe du Monde. On souhaite de tout cœur que ça soit, au dire des spécialistes, le digne successeur de l'immortel Jean-Claude Killy. À me dire, Alex, toi qui es professeur de yoga depuis 2003, qui détient quand même 11 cours par semaine, aussi bien à Louan et à Saint-Trévier-de-Courtes, tu avais fait antérieurement, on peut dire, un suivi avec l'école de Madras au sud de l'Inde, des cours individuels avec des professeurs hindous. Mais là, c'était le fait plutôt d'adopter la pédagogie à la personne. Est-ce que tu en conserves vraiment aussi un souvenir aussi vivace qu'en 2016? Oui, c'est vrai que c'était une vraie découverte de ce centre d'apprentissage du yoga, en cours individuel surtout, où on a une heure avant d'échange avec l'enseignant, et qui pose des questions sur la santé, sur l'alimentation, le sommeil, les activités physiques et tout. Et à la suite de ça, on a un cours vraiment individualisé, personnalisé de yoga, que l'on pratique tous les jours. Ensuite, ça devient une pratique personnelle et qui est vraiment très alors, si on peut faire, Alex, et excuse-moi de revenir là-dessus, si on peut rebondir, un exemple, disons, une sorte de synthèse entre les 3 stages auxquels tu as participé, le premier, le deuxième et le troisième. Il y a eu vraiment, on peut dire, c'était totalement différent dans les trois exercices. Oui, le premier, c'était vraiment un voyage initiatique, un pèlerinage, et la découverte d'un autre monde un peu. Et le deuxième, c'était plus l'approfondissement de la pratique du yoga.
Et le troisième, ça m'a permis de commencer à transmettre dans un autre pays. Oui, quand même, l'ambassadeur, son Excellence Alexandre Montanari, ambassadeur de la République française aux Indes, c'est quand même quelque chose. Ça vous fait marrer, Isabelle et Pierre, mais véritablement, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est d'autant plus que, dis-moi, à 7h30 le matin, je pense que personne, ça dure 1h30, n'est-ce pas, les séances au quotidien? Et je dois quand même préciser que c'est à Isabelle. Jeun. Oui, à Jeun. Et pour moi, c'était très difficile. J'allais vous en parler, Isabelle. Donc, il n'y avait pas, malheureusement, la diététique n'était pas permise avant 7h30. C'est-à-dire que vous étiez contraint et forcé d'attendre la fin de la séance pour vous alimenter, pour prendre vraiment ce qu'on appelle le petit déjeuner à l'anglaise. Alex, c'était pas trop dur quand même, ton affaire, là, non? Mais normalement, c'est comme ça que c'est le plus efficace, puisque quand on a mangé, c'est moins facile de pratiquer le yoga, c'est moins efficace, puisqu'une grande partie de l'énergie est mobilisée pour le repas, alors que le matin à jeun, on peut faire en plus des exercices spécifiques pour le transit, pour masser les organes internes, l'abdomen. Et donc tous ces exercices sont très, très bénéfiques pour se recentrer dès le matin, et ensuite pouvoir faire face aux émotions diverses et variées de la journée en Inde, qui ne manquent pas. Isabelle, ça vous a quand même, on peut dire, un petit peu gêné, c'est ce que je dis dans le petit déjeuner. Moi, je sais que personnellement, si j'ai pas un petit déjeuner consistant dès le matin, je peux pas suivre le rythme d'une journée de travail au quotidien. C'est pas vrai. C'est vrai que c'était. Moi, je suis pas habituée parce que je pratique le yoga avec Alexandre le soir, en fin de journée. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Et je dois avouer que certains jours, j'attendais le petit déjeuner. Oui, ça, ce qui relève d'une scène logique. Et vous, monsieur Grotter, c'était le même cas? Vous étiez dans le même cas? Non, il n'était pas, malheureusement, lui, il ne faisait pas partie du voyage au pays des Maharajas. Alors, je voulais simplement aussi vous poser une question, Isabelle et Alexandre. Est-ce que les Indes, c'est aussi le pays des éléphants? Est-ce que vous avez vu beaucoup de pachydermes sur votre route et dans les différentes villes que vous avez visitées? Non, surtout dans le sud. Dans le nord, on n'en a pas vu. On a vu d'autres animaux comme les singes, des vaches, des serpents, des vaches. Des serpents venimeux? Non, des cobras. Oui, des cobras, oui, qui sont présentés aux abords des temples, en fait, par des gens. Ouais, mais autrement, on n'a pas vu, pas vu d'éléphants. Dites-moi, Isabelle, ce qu'on appelle le fameux charmeur de serpents, c'est un peu cela, non? Oui, enfin, c'est un petit peu on a vu une fois à la sortie d'un temple, effectivement. À la sortie, moi je me rappelle d'un serpent, il n'était pas monté sur vis, il était monté sur bretelle, mais à la fameuse place El Jaflam de Marrakech, où il y a des charmeurs de serpents. À la place El Jaflam de Marrakech. Maintenant, c'est un voyage sur lequel j'hésiterais peut-être à deux fins, disons, de l'effectuer à Marrakech. Et pourtant, c'est une ville absolument magnifique. Marrakech, qui est située, comme vous le savez, Isabelle, au pied de l'Atlas, et qui est une ville avec des trésors absolument magnifiques, comme d'ailleurs la plupart des villes impériales du Maroc, Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, qui ont un charme absolument magnifique, disons, sur différents styles et différents sites. Et ça, c'est quelque chose. Alex, toi, le grand voyageur devant l'éternel, est-ce qu'on peut dire que ce troisième voyage va fortifier les bases, tout simplement servir de levier pour accomplir un quatrième séjour dans ce même pays? Est-ce que tu t'en sens la possibilité? Parce que pour toi, c'est, je ne dis pas, mais c'est le pays rédempteur, les Indes, non? Alors, c'est pas au programme pour l'instant, mais s'il y a des demandes, s'il y a des élèves qui souhaitent découvrir ou y retourner, pourquoi pas, la porte est ouverte. Bien, alors le yoga, on peut dire que c'est une discipline, comme tu le disais antérieurement, qui permet d'élargir le champ de notre conscience. Il y a des effets bénéfiques sur le stress, la souplesse, la connaissance de soi. Et c'est important. Le thème du stage que tu avais, donc qui était placé sous ton autorité, c'était plutôt tout simplement de l'ancrage, de l'ajustement, et aussi un total chamboulement émotionnel, culturel, nutritionnel, environnemental. Et ça, véritablement, on peut dire que toute la délégation que tu conduisais en est ressortie grandie, à ton sens? Oui, on a fait dans le débriefing qu'on a fait en fin de stage, il y a eu beaucoup de retours positifs, très positifs à tout point de vue.
Donc, Isabelle en a déjà parlé va. tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai que globalement, on a eu des bons retours grâce à ce fil conducteur qui permet de garder le cap, quoi. Est-ce que vous avez simultanément en marge donc des séances de yoga qui dureraient tout simplement la durée d'un match de football, 90 minutes, hein, je ne fais pas d'impair. Oui, plus la méditation le soir. Il y avait aussi une séance de méditation le soir. Plus la méditation, donc tu joignais, on peut dire, l'utile à l'agréable. Est-ce que cela vous a permis de découvrir certains sites qui vraiment vous ont sensibilisé? Certains grands sites, Isabelle? Oui, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, un des sites de l'Inde qui est tout à fait remarquable, qui est splendide, c'est le Taj Mahal. Effectivement, moi j'avais déjà vu des images à la télé, c'est beau, mais en vrai c'est encore vraiment plus beau, quoi. C'est majestueux, il n'y a pas d'autre mot, et c'est vrai qu'on s'est levé très tôt le matin pour être tout de suite à l'ouverture, mais c'est un site, c'est vraiment splendide, quoi. Alors, on m'a parlé également, c'est Alexandre d'ailleurs qui l'avait dit dans son interview, des sites non seulement des bords du Gange, mais aussi de Bénarès et de Varanasi. Là, véritablement, on peut dire que c'est aussi le joyau des Indes. Oui, tout à fait, ouais. C'est avec Alexandre, tous les deux, en fait, donc Varanasi, c'est forcément qu'on n'ait pas forcément beaucoup le nom, mais on connaît les images qu'on peut voir à la télé, donc de ce que je disais tout à l'heure, ces ghats, qui sont des marches en fait qui descendent dans le Gange, où on voit le matin les gens qui vont se baigner dans le Gange. Le matin, ils vont honorer aussi le Gange avec toutes des cérémonies, le soir aussi également. Et il y a aussi le long du Gange, les fours crématoires en fait à ciel ouvert qui datent depuis des milliers d'années, on va dire, hein. Et effectivement, on y a été avec Alexandre 2 fois. Une fois le matin et on est retourné le soir. Et je dois avouer que j'avais peur d'être choquée et de voir tous ces gens en fait qui sont décédés, qu'on emmène sur des brancards, qu'on les mène dans le Gange et qu'on les emmène sur un bûcher. Et en fait, moi, ça m'a réconciliée avec la mort. En Inde, ils ont vraiment une approche différente de la mort. Et ils n'ont pas peur de la mort. Voilà, il n'y a pas du tout. Voilà, il n'y a pas de peur de la mort. Il n'y a pas de pleurs comme on peut voir dans certains pays. C'est vraiment une approche, c'est respectueux. Et c'est vraiment parce que derrière, pour eux, il y a autre chose. Et c'est vraiment cette approche-là. Et c'est avec beaucoup de cérémonial. Et c'est vrai qu'Alexandre, on est retourné. Même toi, tu es resté beaucoup plus longtemps que moi. Et à un moment, j'ai pincé Alexandre pour lui dire... Alexandre, j'ai une drôle d'impression parce que le site est exactement pareil. Il est comme ça depuis 3000 ans, là où ils brûlent les morts en fait. Et pourtant, on était en 2016 avec des gens, des brahmanes qui sont habillés en toge, hein, puisque c'est en Inde, vous avez le système des castes et c'est une certaine caste en fait qui s'occupe de la crémation. Et c'est dans une ambiance particulière et c'est vraiment spécial à vivre. Et moi, j'ai été étonnée, mais positivement. Voilà. Et avec Alexandre, je pense que tu peux en parler aussi, Alexandre. Oui, en fait, il n'y a pas du tout de tristesse parce que pour eux, Ce qui n'est pas le cas quand on pleure à mort chez nous, notamment. Hein. Ça n'a absolument rien à voir, comme le dit Isabelle. Pour les Indiens, en fait, le corps, c'est juste un habit, un véhicule. Et quand on quitte cet habit, ce véhicule, l'âme, elle continue. Ça ne s'arrête pas. Donc, le fait de répandre les cendres dans le Gange, pour eux, c'est une libération. Alors que quand on se réincarne, pour les Indiens, c'est un échec. On redouble en fait. C'est qu'on n'a pas compris, on ne s'est pas libéré, donc on revient, on recommence tout. Donc, Varanasi, c'est ce que tu me disais, Alex, c'est un lieu où se font régulièrement les crémations. Donc les Indiens font brûler les morts et ensuite ils jettent les cendres dans le Gange. C'est bien cela. Oui. Je ne fais pas d'impair. Hein. Tout à fait, oui. C'est quand même quelque chose. Le Gange, on peut considérer que c'est un véritable sanctuaire. Oui, tout à fait. Puis en Inde, ils le considèrent en tant que tel, en fait. Ouais. Alors, tu me disais, Alex, lors d'une interview préliminaire, toujours, et je fais allusion à ton voyage aux Indes, qu'on avait l'impression d'être revenu au temps des pharaons. Mais ça, c'est le mode égyptien. C'est le mode made in Égyptien. Ça n'a rien à voir avec les Indes. L'Égypte, qui est le... Oui, non, quand je parlais du temps des Égyptiens, c'est au niveau du temps. Il y a plusieurs milliers d'années, quoi. Ah bah oui, les pharaons, de toute façon, c'est quasiment... Puis leurs habits aussi, un peu. Ouais, leurs habits, en fait, sont quand même assez... c'est avec Alexandre, on s'est étonné plusieurs fois, où effectivement, côté vestimentaire, dans les cérémonies, on se croirait effectivement un petit peu en Égypte. En Égypte. Ouais.
Donc il y a une certaine, Isabelle, il y a une certaine similitude. Oui, moi je trouve. Sur le plan des habits et tout. C'est la réflexion qu'on s'est faite dans le groupe. Ouais. Bien, maintenant on va faire une dernière pause musicale avant de parler une dernière fois dans la dernière ligne droite de l'association Heureux avec nos amis Alexandre Montanari, Isabelle Boireau et Pierre Grotter, à mort chez nous notamment. Oui. Ça n'a absolument rien à voir, comme le dit Isabelle. Pour les Indiens, en fait, le corps c'est juste un habit, un véhicule. Et quand on quitte cet habit, ce véhicule, l'âme elle continue, ça ne s'arrête pas. Donc le fait de répandre les cendres dans le Gange, pour eux c'est une libération. Alors que quand on se réincarne, pour les Indiens, c'est un échec. On redouble en fait, c'est qu'on n'a pas compris, on ne s'est pas libéré, donc on revient, on recommence tout. Donc, Varanasi, c'est ce que tu me disais, Alex, c'est un lieu où se font régulièrement les crémations, donc les Indiens font brûler les morts et ensuite ils jettent les cendres dans le Gange, c'est bien cela. Oui, ça ne fait pas d'impair. Hein. Tout à fait, oui. C'est quand même quelque chose. Le Gange, on peut considérer que c'est un véritable sanctuaire. Oui, tout à fait. Puis en Inde, ils le considèrent en tant que tel, en fait. Ouais. Alors, tu me disais, Alex, lors d'une interview préliminaire, toujours, et je fais allusion à ton voyage aux Indes, qu'on avait l'impression d'être revenu au temps des pharaons. Mais ça, c'est le mode égyptien. C'est le mode made in Egyptia. Ça n'a rien à voir avec les Indes. L'Égypte, qui est le... Oui, non, quand je parlais du temps des Égyptiens, c'est au niveau du temps. Il y a plusieurs milliers d'années. Quoi. Ah bah oui, les pharaons, de toute façon, c'est quasiment... Puis leurs habits aussi, un peu. Ouais, leurs habits, en fait, sont quand même assez... c'est avec Alexandre, on s'est étonné plusieurs fois, où effectivement, côté vestimentaire, dans les cérémonies, on se croirait effectivement un petit peu en Égypte. En Égypte. Donc il y a une certaine, Isabelle, il y a une certaine similitude. Oui, moi je trouve. Sur le plan des habits et tout. C'est la réflexion qu'on s'est faite dans le groupe. Bien, maintenant on va faire une dernière pause musicale avant de parler une dernière fois dans la dernière ligne droite de l'association Heureux avec nos amis Alexandre Montanari, Isabelle Boireau et Pierre Grotter. Merci. Merci Annette. Propose Fleur des montagnes par Bernard Marly. Et c'est une valse. Bernard Marly qui sera sur le tour, mais qui sera aussi l'invité de notre ami Jean-Pierre Jouvenceau lors du fameux festival du cyclisme au mois de juin prochain. Tout à fait. Et dont le thème sera la caravane publicitaire du Tour. Et voilà. Allez, on écoute Bernard Marly. Près du ciel, dans un rayon de soleil, un petit pâtre là-haut vit seul avec son troupeau. Mais sa pensée s'envole vers la vallée et dans son cœur un refrain vient chanter. Fleur des montagnes, je t'ai donné ce nom. Mon rêve t'accompagne pendant ces jours trop longs. Jolie fleur des montagnes, ma douce fleur d'amour. Mais un berger n'a que son cœur à donner, et la fillette rêvait d'un avenir plein d'attrait. Elle est partie un beau matin pour Paris, mais dans son cœur un regret chante ainsi. Fleur des montagnes, il te donnait ce nom. Le bonheur s'éloigne pendant ces jours trop longs. Toute mon âme lui appartient toujours. Jolie fleur des montagnes, garde-lui ton amour. Dans la vallée, alors elle est retournée pour qu'un serment de bonheur unisse enfin leurs deux cœurs. Et aujourd'hui, près d'un berceau si joli, une maman tendrement chante ainsi. Fleur des montagnes, n'oublie jamais ton nom, puisque ta vie témoigne de ce bonheur profond. Et dans ton âme, tu sauras bien un jour, jolie fleur des montagnes, ce qu'est le grand amour.
aura bien un jour. Jolie fleur des montagnes, c'était le grand amour. C'était le grand amour. 19h49 à la pendule de Radio Bresson, 11 minutes, et on a parlé toujours avec nos amis de l'association AERE, ce qui signifie Asana, énergie, relaxation, avec nos amis de l'association Alexandre Montanari, Isabelle Boireau et Pierre Greter, qui nous font l'amitié d'être à nos côtés ce soir. Alors, cette association AERE, elle participe aussi pleinement à la fête du sport, et Alexandre, vous faites un devoir de participer chaque année. Maintenant, la fête du sport, tu sais, je ne t'apprends rien, la ville de Loing est une ville très sportive. 36 associations sportives recensées sur le territoire communal, c'est quelque chose. Et ça a permis d'ailleurs à la ville de Loing de décrocher le trophée de la ville la plus sportive du département. Trophée qui a été remis à notre ami Gérald Roy il y a quelques semaines par un autre ami que tu connais bien, M. Bernard Ponce-Blanc, président du comité départemental olympique et sportif, et qui nous apporte toujours un soutien extrêmement efficace en ce qui concerne la manifestation d'espace sportif bressant. Vous allez reconduire cette présence à la fête du sport parce que tu penses que véritablement c'est une vitrine qui peut être un élément catalyseur pour ton association? Oui, je trouve ça très bien de participer à des manifestations comme la fête du sport, pour être présent, pour participer au dynamisme de la ville, et aussi pour proposer des activités très différentes, parce que pour que tout le monde puisse s'y retrouver, c'est-à-dire que par exemple dans le yoga il n'y a pas de compétition, donc tout le monde n'a pas forcément envie de faire de compétition, donc c'est bien aussi qu'il y ait des activités comme ça où on peut le faire par plaisir et pour se faire du bien sans intention particulière de gagner quelque chose ou d'être en compétition. Oui, c'est important et ça permet justement, comment dirais-je, aux communs des mortels et aux citoyens lambda de découvrir ce que c'est que le yoga à travers la fête du sport, puisque vous êtes présents comme d'autres associations, comme les 36 associations, qui logiquement doivent être présentes, disons, au complexe de la Montée Saint-Claude. Alors, en ce qui concerne également les manifestations 2016, je crois qu'il y a une randonnée pédestre tous les ans, me semble-t-il. Oui, une randonnée où ça nous donne l'occasion de pratiquer le yoga à l'extérieur. Donc c'est très plaisant, dans la nature, directement en contact avec les éléments de la nature. On essaye, il y a des très jolis coins qu'on trouve dans le Jura, en longeant des... Le Jura offre des sites absolument magnifiques, ça je maintiens. Le Jura mais aussi, en toute saison, je dis bien en toute saison. Vous connaissez le Jura, M. Greter? Ah oui, oui. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Le Jura, je le voyais depuis chez moi, puisque je voyais le sommet de la Dôle. Oui, la Dôle, c'est quelque chose, oui. C'est quelque chose avec les rousses qui sont juste derrière. Oui. Et c'est vrai que les balades en hiver, en particulier en raquette, sont absolument extraordinaires. Je vais même vous dire, l'une des rares sorties, puisque mon emploi du temps ne me permet pas quand même de faire du sport à outrance, mais j'ai fait une sortie toute récente avec des amis dans le Haut-Jura, à Saint-Laurent-en-Grandvaux, avec pas mal de neige, une sortie en raquette. Je dois dire que ça fait du bien, mais passez-moi l'expression, les guiboles, comme on dit, ont dérouillé. Vous savez que les jambes le soir, vraiment j'étais au point culminant. Mais c'est très intéressant parce que le Jura offre des possibilités absolument magnifiques, que ce soit sur le plan de la randonnée, mais aussi toutes disciplines sportives confondues. Hein. Et on a trouvé des très jolis coins aussi en Saône-et-Loire, dans le Tournujois, dans le Chalonnais. On a fait une marche aussi au site des Charmes, à la Truchère, où il y a des dunes de sable. Donc voilà. La Truchère, rendue célèbre par son site ornithologique, notamment. Un site qui est un site, la Truchère, où se situe précisément le confluent de la Seille et de la Saône, puisqu'avec son fameux barrage, c'est quelque chose, avec ces petits restaurants en bordure de Saône, c'est toujours très intéressant. Alors, simultanément, l'association AERE organise aussi un stage de massage sonore, un stage de yoga et de la voix, je crois, d'après ce que tu m'as dit. Oui. Alors, tu peux nous en dire quelque chose, Alexandre? Oui, donc sur ces stages? Une année sur deux. Cette année, on organise des ateliers sonores, des ateliers qui durent 1h15, donc avec un collègue qui est enseignant aussi de yoga et musicien.
Donc on utilise des instruments de diverses cultures ethniques, comme le didgeridoo, les tambours, des bols tibétains. Et donc c'est un voyage en même temps, c'est une relaxation et en même temps un voyage intérieur dans 5 continents avec des instruments très différents et qui massent le corps en profondeur au niveau cellulaire. Donc il y a des séances, des 2 ateliers le matin à 9h, il reste encore 3 places. L'atelier de 10h30 est complet et l'après-midi pour les enfants. Aussi éveil sonore et corporel. Isabelle, vous allez vous inscrire à ces stages ? Oui, je suis déjà inscrite, effectivement, et j'ai déjà fait aussi une fois, effectivement, un cours de massage sonore. Ouais, c'est plaisant. Et quel est le... Parce qu'il y a un distinguo fondamental à faire avec le yoga classique à ce niveau-là. Oui, pas tellement. Pour moi, c'est une continuité. C'est vrai que j'y suis allée c'était il y a 2 ans, je pense, vraiment par curiosité. Et c'est ça qui est un peu déroutant, c'est que les sons en fait qui sont émis par les différents instruments sont sur des sonorités en fait qui apaisent. Et faut y vivre pour pouvoir comprendre en fait. En fait, il développe notre sensibilité aux vibrations et il prédispose à la méditation. C'est extraordinaire quand même, c'est un retour sur soi et ça permet quand même, ce que je disais quand même précédemment, ça améliore quand même considérablement le self-control de l'individu. Alors oui, la pratique de yoga, pour revenir à ses bienfaits, il y en a plusieurs. Donc comme on avait dit tout à l'heure, ça permet d'apprivoiser le stress et les émotions, d'apaiser son mental pour être plus présent dans le moment présent, vivre mieux le moment présent, mieux se connaître, prendre conscience de sa respiration, donc qui peut nous aider tout au long de la journée. Quand on vit des moments un peu difficiles, le fait ne serait-ce que de se recentrer sur la respiration, 2 ou 3 respirations, ça permet de prendre du recul. Et aussi porter une attention bienveillante envers soi. Ça, c'est un point très important qu'il ne faut pas oublier. On est souvent très dur avec nous-mêmes, parfois plus dur avec nous-mêmes que le sont les autres. Et le fait de pratiquer, d'en prendre conscience, on devient un peu plus tendre avec soi-même et du coup plus bienveillant avec les autres, avec notre entourage. Et puis sur le plan physique, bien sûr, le fait de s'assouplir, de renforcer nos muscles, nos articulations, nos défenses immunitaires, c'est très, très positif aussi pour prolonger notre corps le plus possible, notre véhicule, le plus longtemps possible. Alexandre, on va te remercier chaleureusement de cette remarquable communication sur le yoga. On va remercier également Isabelle et puis notre ami Pierre Greter de nous avoir fait partager, on peut dire, leur expérience du yoga et puis surtout avec Alex et Isabelle qui nous ont parlé longuement de ce fabuleux séjour aux Indes, pays du sud-est asiatique, pays où les gens sont très attachants. Moi personnellement, je ne connais pas l'Asie, je ne connais que l'Europe et qu'une partie du Maghreb, mais je pense que ça serait vraiment intéressant à découvrir. Et puis, ça fait surtout découvrir des gens qui sont dans la souffrance, dans la misère, des gens qui n'hésitent pas à tendre la main. C'est quand même quelque chose... c'est une autre culture que malheureusement, on n'a pas l'habitude de voir sur le territoire national. Je voulais simplement dire quelques mots encore sur le week-end sportif qui nous